Revenons sur cette actualité au Mali. Les attaques des groupes armés s'intensifient. Face à cette situation, le Mali, le Burkina Faso et le Niger renforcent leur coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel avec un objectif, lutter ensemble contre le djihadisme. Mais cette alliance est-elle vraiment efficace et la crise menace-t-elle de s'étendre aux pays côtiers d'Afrique de l'Ouest? Régis Ongpe est fondateur et directeur exécutif d'Interglobe Conseil, enseignant de géopolitique et communication stratégique en école militaire et institut des relations internationales est notre invité. Voici son entretien avec Elisabeth Hassan. Régis Ongpe, bonjour. Bonjour Elisabeth, merci de votre invitation. Vous êtes fondateur et directeur exécutif d'Interglobe Conseil, enseignant de géopolitique et communication stratégique en école militaire et en institut de relations internationales. Comment caractériser aujourd'hui la situation sécuritaire au Mali? Est-ce que le risque de contagion vers les États côtiers d'Afrique de l'Ouest vous paraît-il désormais avéré? Évidemment, la propagation des groupes armés terroristes, que ce soit le JNIM, que ce soit l'État islamique, bref, tous ces groupes, toutes ces agences terroristes qui tendent la Méditerranée sur le Sahel central et désormais débordant sur les pays côtiers, constitue une menace qui est partagée, une menace qui est coordonnée. Pour moi, observant depuis quelques années quand même la situation, je dirais à la fois sécuritaire et militaire et structurelle du pays, je crois que ces attaques constituent pour moi une véritable dégradation. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste ni plus ni moins à la désintégration de l'État malien, de l'État, je dirais même parfois même de l'État résiduel malien, parce que pour que ces attaques donc de ce week-end aient eu un impact aussi fort, aussi symbolique, avec, je dirais, de façon simultanée, la prise de plusieurs villes garnisons, l'assassinat par un camion kamikaze donc du ministre d'État, ministre de la Défense, le numéro 2 donc du régime, et la prise donc de villes stratégiques comme Kidal, tout ça apparaît pour moi comme une véritable dégradation, et l'État malien que nous connaissons dans les conditions, je dirais, de propagation des groupes armés terroristes aujourd'hui apparaît extrêmement faible, désuni et totalement désespéré. Et donc là-dessus, oui, je pense que clairement, on assiste à une étape qui est fondamentale, je dirais, dans la construction de cet État, mais qui est aujourd'hui à la lisière, je dirais, totalement de sa désintégration. Je pense que oui, il y a un risque qui pour moi qui est évident, je le rappelle, effectivement, non seulement de l'État malien, mais aussi des États voisins. Et je pense d'abord, initialement, prioritairement, aux États sahéliens. Je pense au Burkina, je pense au Niger, qui déjà dans les conditions que vous pouvez imaginer étaient comme des États qui cherchaient encore leur point de stabilité. Et le cas que nous avons observé aujourd'hui au Mali, malheureusement, est symptomatique de ce qui pourrait arriver fatalement dans les autres pays. D'accord. Et face à la montée en puissance des groupes armés, l'État malien dispose-t-il encore des moyens militaires et politiques pour contenir durablement la menace? Ou alors assiste-t-on à une perte de contrôle territorial significative? Oui, vous rappelez très bien, effectivement, les groupes qui, évidemment, de façon coordonnée, que ce soit le FLA et le JNIM qui, de façon circonstancielle, se sont mis ensemble. Je dirais, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc, évidemment, ces groupes qui avaient des intérêts totalement divergents, aujourd'hui, ont joué de la convergence, une convergence qui a été telle, effectivement, donc de mettre à bas l'État malien dans les conditions que nous connaissons. Donc oui, moi je suis convaincu que la perte de contrôle aujourd'hui que vous soulignez, elle s'est accélérée parce qu'il y a quand même, il faut le dire, la base militaire de Kati, qui est près de Bamako, je dirais un jet de pierre de la capitale. Elle a été prise. La résidence du ministre de la Défense, c'est très très symbolique, mais quand même, cette résidence devait être l'une des résidences les mieux surveillées, les mieux sécurisées donc du pays, mais qui a été atteinte en son cœur. Donc oui, je pense que ce bilan déjà symboliquement, il est foudroyant. Et après, on ne nous dit pas, il y a peut-être aussi un bilan humain, il y a un bilan militaire dont nous ne sommes pas encore informés. Évidemment, on a entendu le Premier ministre, on a entendu des autorités militaires, mais à l'heure où nous parlons, le général Assimi Goïta, qui est le chef de la junte, n'a pas encore réagi. Donc oui, je pense clairement qu'il y a une perte de contrôle qui est totale, qui est à la fois sécuritaire, qui est militaire, qui est logistique. Et vous avez remarqué effectivement que l'Africa Corps, qui est, je dirais, le corps de mercenaires russes ex-Wagner, qui était censé sécuriser le pays avec les FAMA, a déserté.
La dynamique de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, l'alliance des États du Sahel, marque-t-elle un véritable tournant stratégique ou reste-t-elle avant tout politique? Existe-t-il une coordination militaire effective et structurée entre ces trois pays sur le terrain? Et ils avaient pour objectif, je dirais, donc de monter une armée. Donc, ils en ont parlé encore récemment, une armée de 5000 hommes et plus. Ben, aujourd'hui, cette armée, elle n'est pas fonctionnelle. Mettons de côté les idéologies, parce que cette armée, si elle avait existé, est-ce qu'elle aurait pu, entre guillemets, faire front contre ces attaques coordonnées des terroristes et du FLA? Je me pose toujours la question. Mais rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, l'aéroport de Niamey aussi a été attaqué. Et là-dessus, nous n'avons pas vu le moins de soldats sahéliens se lever. Donc non, en réalité, tout est dans les intentions, tout est dans la profession de foi. Ce qu'il faut de façon très factuelle, de façon pratique, de façon matérielle, c'est qu'il y ait effectivement des hommes. Est-ce qu'on peut envisager une stabilisation durable sans retour significatif d'acteurs internationaux au Mali? Oui, le retour des acteurs internationaux dont vous me parlez, pour moi, apparaît comme une évidence. Mais ce qui, pour moi, au-delà de l'évidence, devait faire partie, je dirais, du fait matériel, du fait existant et de l'immédiateté, c'est que les pays sahéliens, les pays côtiers, l'Afrique de l'Ouest, effectivement, je dirais, retrouvent le chemin de la concorde, le chemin de la stratégie commune. D'abord, c'est cela qui est le plus important. Maintenant, à travers les acteurs internationaux, vous savez que les pays sahéliens ont fait le choix, effectivement, de mettre, je dirais, au banc de leurs prérogatives, au banc de leur existence d'un point de vue militaire, sécuritaire, la plupart des partenaires internationaux, dont la France. Et moi, j'estime aujourd'hui que oui, quand vous prenez ce genre de décision, qui est une décision régalienne et qui est éminemment respectable, il faut avoir les moyens d'assumer, je dirais, cette respectabilité. Donc, pour moi, les acteurs internationaux, certes, oui, mais ce qui est plus important, aux problèmes africains, des solutions africaines, donc aux problèmes sécuritaires africains, je dirais des solutions militaires africaines. Vous êtes optimiste ou pessimiste pour les mois à venir? La situation est extrêmement grave. Elle est très complexe. C'est pour ça que je rappelais sans idéologie aujourd'hui. Une fois encore, ne tombons pas, si vous voulez, dans l'écueil donc des grandes théories et des grands discours. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très réaliste et comprendre que la situation malienne, elle est gravissime, qu'elle risque de ruisseler dans les autres pays sahéliens. Et si ces pays se désintègrent, malheureusement, les pays côtiers aujourd'hui, qui travaillent très dur pour maintenir encore la sécurité chez eux, quand même, en seront impactés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'en appelle davantage à plus de réalisme sécuritaire, à un pragmatisme diplomatique. Et c'est à ce prix, et effectivement, que la question sécuritaire ne deviendra pas une question, je dirais, dans les idées et dans les théories, mais deviendra une question de fait et vivement que, effectivement, des solutions rapides puissent voir le jour. Régis Ompé, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Vous êtes également enseignant de géopolitique et communication stratégique en école militaire et en institut de relations internationales. Merci d'avoir répondu aux questions de Aouba. C'est moi qui vous remercie.